Il y a quelques siècles, attraper une maladie aussi anodine qu'une grippe ou qu'une otite suffisait à vous tuer. L'espérance de vie dans le monde était de 25 ans et la majorité des enfants n'atteignaient malheureusement même pas l'âge adulte. Aujourd'hui, imaginez perdre la majorité de sa famille ou de ses amis à cause de morts prématurées, c'est impossible. Et ce scénario qui serait à notre époque une tragédie épouvantable était pour la plupart de nos ancêtres la norme. C'était la très dure réalité du monde dans lequel ils vivaient. Et puis, la médecine moderne est arrivée. Et à force de recherche, d'expérience et de génie, les scientifiques ont réussi à guérir la grande majorité des maladies communes, à réduire la mortalité infantile à quasi néant, ce qui a permis de repousser l'espérance de vie de 25 à 80 ans dans les pays développés, et ce qui a très concrètement changé la face du monde en repoussant au rang d'événements rarissimes les morts prématurées qui étaient autrefois omniprésentes. Et on pourrait imaginer qu'après un tel accomplissement, une telle révolution, le gros des découvertes médicales est derrière nous, qu'il ne reste malheureusement plus trop de marge d'amélioration au niveau de la santé dans les pays développés. Sauf qu'en fait, c'est absolument pas le cas. On est aujourd'hui au début d'une deuxième grande révolution médicale, l'édition génétique, une technologie qui a le potentiel de soigner tous les maux qui affectent votre corps, même des maladies qu'on a toujours considérées comme incurables, et même des problèmes qu'on n'a jamais vraiment considérés comme des maladies, notamment la vieillesse et puis même ultimement la mort. Alors, ce que je suis en train de dire apparaît sûrement comme très lointain et très fictionnel, mais en fait, ça a déjà commencé. Le 18 janvier 2024, le premier traitement d'envergure de thérapie génique a été approuvé en France et il y a actuellement des centaines de traitements qui sont déjà dans des phases avancées de leur développement. Alors, comment est-ce que ça marche? Quels vont être les impacts sur notre santé? Et surtout, comment et par qui est-ce que c'est financé? On va essayer de résumer tout ça dans une vidéo. Je vais pas vous mentir, c'est mon 15e essai, mais j'espère que cette fois, je vais y arriver. En 2020, la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna ont reçu un prix Nobel pour la découverte du système CRISPR-Cas9, une technologie de manipulation génétique. Chose assez rare, même le prix Nobel n'est pas une récompense suffisante pour valoriser ce qui est souvent considéré comme la plus grande découverte scientifique du XXIe siècle. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? CRISPR-Cas9, à la base, c'est un système de défense utilisé par les bactéries pour se protéger des virus. Quand un virus attaque une bactérie, la protéine Cas9 va aller attaquer elle-même ce virus et va aller découper son ADN, ce qui va incapaciter le virus en question. Pour faire en sorte que la protéine Cas9 ne découpe pas tout et n'importe quoi, elle va être accompagnée d'un guide qui va lui indiquer très précisément quelle séquence de l'ADN du virus elle doit découper. Les scientifiques ont par la suite réalisé que s'ils modifiaient le guide qui accompagne la protéine Cas9, ils pouvaient demander à cette même protéine de découper n'importe quelle séquence d'ADN de n'importe quel gène, ce qui permet déjà en soi d'incapaciter le gène en question, mais ce qui peut également permettre de faire remplacer ce gène par un autre gène qu'on injecterait au même moment. Pour comprendre ce que permet ce ciseau moléculaire qui est Cas9, il faut comprendre le poids qu'a l'ADN sur notre corps, et pour le dire le plus simplement possible, l'ADN détermine l'intégralité de vos caractéristiques physiques et la grande majorité de vos caractéristiques mentaux. Que ça soit la couleur de vos cheveux, votre groupe sanguin, la forme de vos organes, la longueur de vos jambes, tout votre corps est décrit par votre ADN. Et si au moment de votre conception, on avait remplacé tout votre ADN par celui de Léon Marchand, eh bien vous seriez devenu l'équivalent d'un jumeau parfait de Léon Marchand, ce qui aurait sans doute permis à la France de gagner des tonnes de médailles supplémentaires, mais ce qui montre surtout le rôle absolu qu'a l'ADN sur la construction de votre corps. Mais là où l'édition génétique est à la fois extraordinaire et terrifiante, c'est quand on se rend compte que la structure de l'ADN que vous connaissez tous, en double hélice que vous avez sans doute vu un peu partout, est partagée par tous les êtres vivants. Que ce soit des chiens, des chats, des champignons, des baleines, des plantes, Cyril Hanouna, toutes ces espèces ont toutes la même structure d'ADN, même si la composition de l'ADN va évidemment largement différer. Ça veut dire que tous les gènes de toutes ces espèces peuvent être échangés, déplacés et modifiés de manière universelle, comme si toutes les espèces étaient codées dans le même langage informatique. Alors, des exemples de modifications génétiques interespèces, il y en a pas mal. Vous avez peut-être déjà vu par exemple ces souris fluorescentes, ces souris qui brillent dans la nuit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces souris ont reçu le gène d'une méduse qui, elle, naturellement brillait selon certaines conditions. Et ensuite, ce gène a été inséré dans le code génétique d'une souris, ce qui crée cette souris fluorescente que vous avez peut-être déjà vue. Et alors, autre exemple un petit peu plus élaboré, vous le savez peut-être, mais les cochons sont assez proches de l'homme. Et notamment, certains organes de cochons sont relativement proches des organes humains. Et donc, à partir de ce constat, ont été modifiés des cochons pour faire en sorte qu'ils aient, par exemple, des reins qui soient aussi proches possible de reins humains pour que ces cochons puissent servir de donneurs d'organes à des humains. Et il y a eu une greffe qui a été faite à partir de ces cochons génétiquement modifiés qui a fonctionné. Le patient est toujours en vie. Il y en a une autre qui a moins bien fonctionné, dont vous avez peut-être entendu parler.
avec un cochon qui avait un cœur génétiquement modifié. Et là, malheureusement, le transfert n'a pas très bien tourné. Donc, vous le voyez, les possibilités sont infinies. Mais alors, concrètement, comment aujourd'hui les scientifiques utilisent ces nouvelles technologies? La première chose que cela permet, c'est soigner des maladies qu'on ne pouvait pas soigner avec les technologies actuelles. Il y a encore aujourd'hui, évidemment, beaucoup de maladies qui posent de gros problèmes de santé à beaucoup de gens. Vous connaissez tous la liste, des cancers spécifiques, des maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, des maladies génétiques également, la mucoviscidose, le diabète, beaucoup de maladies qui ont des traitements qui vont réduire les symptômes ou ralentir l'évolution de la maladie, mais qui ne vont jamais guérir directement la maladie et libérer définitivement le patient des symptômes. Mais soyez heureux d'apprendre que cette liste des maladies terribles et incurables a été réduite d'une maladie récemment, la drépanocytose, qui grâce aux technologies de CRISPR-Cas9 peut maintenant être totalement soignée sans nécessiter aucune greffe ou aucun donneur extérieur de quoi que ce soit. La drépanocytose, c'est une maladie mine de rien assez courante qui est due à des globules rouges qui prennent la forme de croissants et qui donc bloquent les veines et les artères, ce qui est évidemment extrêmement douloureux, ce qui nécessite souvent des hospitalisations et ce qui peut, dans les cas graves, malheureusement tuer les malades. Heureusement, une thérapie génique permet maintenant d'arrêter tous ces symptômes et cette maladie. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un processus qui reste assez complexe, dans lequel on va devoir vous prendre une certaine quantité de sang. Ensuite, on va décomposer ce sang pour ne garder que des cellules souches. Ensuite, les cellules souches vont voir leur ADN édité grâce à la technologie CRISPR-Cas9. L'édition va désactiver le gène problématique et ensuite, une fois que ces cellules vont être réinjectées dans le corps du patient, eh bien, celui-ci produira des globules rouges de forme normale qui ne se bloqueront plus dans ses veines et ce qui permet à 95% des patients qui ont suivi le traitement de n'avoir plus aucune douleur et plus aucune crise dans les 2 ans qui suivent l'opération et a priori ça restera comme ça définitivement. Donc c'est forcément une énorme avancée pour les personnes qui avaient cette maladie et puis de manière générale une très grosse avancée pour la science en soi. Il y a une autre forme de traitement dont il faut absolument parler, ce sont les traitements de thérapie génique in vivo qui, contrairement au traitement qu'on vient de voir dans lequel vous avez vos cellules qui sont sorties de votre corps et modifiées, là les cellules sont modifiées directement à l'intérieur de votre corps, ce qui permet un champ d'action beaucoup plus vaste. Et par exemple, dans le cas d'une maladie horrible parmi tant d'autres qui s'appelle l'améliose de la transthyrétine héréditaire, une maladie qu'on va pas expliquer mais qui en gros est incurable, qui vous tue dans la décennie qui suit malheureusement le diagnostic, mais qui est en train d'être guérie par un traitement de thérapie génique in vivo. Comment ça se passe? Ce coup-ci, c'est nettement plus simple. On vous injecte une solution avec CRISPR-Cas9 dedans directement en intraveineuse. La solution va jusqu'à l'organe concerné, en l'occurrence souvent le cœur. Elle va éditer à ce moment-là directement votre ADN et ensuite, d'après les résultats de tests cliniques, eh bien vous êtes guéri et débarrassé a priori définitivement de la maladie. Une avancée absolument phénoménale qui est permise par cette nouvelle technologie CRISPR-Cas9. Le truc, c'est que pour toutes les maladies que j'ai listées avant, il y a actuellement des traitements de thérapie génique similaires à ceux qu'on a vus précédemment qui sont en train d'être développés et qui devraient a priori un jour ou l'autre aboutir, ce qui fait qu'on pourrait à moyen terme se retrouver dans un monde dans lequel plus aucune maladie n'est mortelle. Et à ce moment-là, le dernier obstacle, le principal problème, deviendra le vieillissement naturel du corps et même pour ça, la thérapie génique a son mot à dire. Est-ce que vous connaissez Brian Johnson? C'est un entrepreneur américain un petit peu farfelu qui, après avoir vendu une entreprise très très chère, s'est mis en tête de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions de santé possibles, voire même d'essayer de rajeunir. Alors pour ça, il a un mode de vie absolument draconien, il prend plus de 100 pilules par jour, il a un cycle du sommeil qui est millimétré, il a un régime alimentaire très particulier, il a une armée de machines qui contrôlent en permanence le moindre de ses signes vitaux pour voir s'il pourrait pas y avoir un problème un tout petit peu risqué ou qu'il pourrait avoir ne serait-ce que de minuscules complications. Bref, tout est parfaitement contrôlé et optimisé pour essayer de vivre le plus longtemps possible. Mais en fait, et Brian le sait très bien, même en mangeant autant de brocolis qu'il veut et en faisant du sport 18 fois par jour, il ne pourra jamais en l'état dépasser les limites profondes de la durée de vie des êtres humains qui se situent entre 120 et 150 ans. Alors évidemment, c'est tout de même très long, mais a priori, il ne pourra pas vivre tellement plus longtemps que les personnes qui vivent déjà le plus longtemps actuellement. Au mieux, il va gagner 5 à 10% d'espérance de vie en plus, mais ça sera le bout du monde. Pourquoi? Parce que le gros du processus de vieillissement est d'abord génétique et cellulaire. L'ADN, au fur et à mesure du temps, va subir des mutations qui vont dégrader sa qualité. Les cellules de notre corps ne peuvent pas se diviser un nombre infini de fois, et il y a tout un tas comme ça de raisons chimiques qui font que, quel que soit votre mode de vie, vous allez finir irrémédiablement par mourir un peu au-delà de 100 ans. Sauf que ça, c'est sans compter sur l'édition génétique qui pourrait empêcher certains aspects de ce vieillissement cellulaire de se dérouler. Déjà, les mutations génétiques subies par l'ADN de la personne qui vieillit
pourrait être corrigé par CRISPR-Cas9. D'autres mécanismes comme le vieillissement des cellules ou comme l'altération progressive des chromosomes pourraient également être modifiés par ce système. Mais un des aspects autres qu'on n'a pas encore trop évoqué, c'est le fait d'intégrer directement dans l'ADN du patient des gènes qui favorisent la longévité, que ce soit des gènes d'humains d'ailleurs, ou même des gènes d'autres espèces qui pourraient venir largement augmenter la durée de vie naturelle de l'être humain, même si ce traitement demanderait aujourd'hui des investissements financiers absolument démentiels et serait réservé malheureusement à quelques personnes sur la planète. La thune, le flouze, la moula, c'est finalement ce concept très humain qui va définir une grosse partie de ce qui va se passer au niveau de la recherche médicale pour les 50 prochaines années. Si moi, à titre personnel, j'avais particulièrement envie de vous parler de ce sujet, c'est d'ailleurs pour les mêmes raisons. C'est l'un des très rares secteurs qui pourrait connaître une croissance au moins aussi forte que la technologie traditionnelle. On pourrait imaginer des croissances au-delà de 20% pendant des décennies entières, ce qui fait penser à ce qu'on a vécu avec Internet depuis 20 ans. Donc forcément, un investissement qui pourrait être hypothétiquement très intéressant une fois que la machine sera pleinement lancée. Le tout pour des raisons assez évidentes. Le nombre de maladies génétiques et dégénératives et de cancers est en perpétuelle augmentation depuis 50 ans. Donc au niveau de la demande, normalement, il n'y aura pas de problème. La technologie CRISPR-Cas9 ouvre un champ des possibles absolument gigantesque qui va forcément aboutir sur de nombreux produits révolutionnaires qui vont trouver de nombreux clients et donc générer un chiffre d'affaires très important. Et enfin, Jensen Huang, CEO d'NVIDIA, considère que le secteur de la santé et plus particulièrement les biotechnologies pourrait être le principal bénéficiaire des avancées qu'on voit actuellement en termes d'IA et de technologie parce que le coût de la recherche et l'efficacité de la recherche pourraient être largement améliorés grâce à des algorithmes d'IA qui épauleraient les chercheurs, voire qui prendraient la place de certains chercheurs, ce qui permettra d'avoir des marges plus confortables, d'avoir un coût d'investissement initial qui sera peut-être un peu plus faible, et puis un taux de réussite sur les différents projets de recherche qui pourrait être augmenté. Donc ce qui évidemment d'un point de vue capitaliste est très intéressant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que les biotechnologies apparaissent comme étant un investissement intéressant parce que ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va affluer vers ces laboratoires qui ont pour la plupart un but extrêmement vertueux. Maintenant, vous l'avez forcément un peu ressenti, il y a également une face assez sombre qu'on pourrait voir émerger dans cette industrie, notamment en ce qui concerne les questions de lutte contre le vieillissement et d'accroissement de l'espérance de vie, parce que la réponse à la question combien êtes-vous prêt à payer pour vivre 5 ou 10 ans de plus en bonne santé, suivant si vous êtes Elon Musk ou Philippe Poutou, la réponse va être très différente, ce qui pourrait laisser présager un monde dans lequel les milliardaires peuvent vivre 150, 200, 300 ans en très bonne santé, là où l'espérance de vie du reste de la population stagnerait ou augmenterait seulement de 5 à 10% sur 30 ans, et ce qui aurait des conséquences dramatiques en ce qui concerne la démocratie, la répartition des richesses, l'égalité des chances, toutes ces notions que vous connaissez très bien, et donc forcément ça pose question et ça inquiète. Des questions légitimes qui malheureusement donnent une mauvaise image à une technologie qui en tant que telle est absolument révolutionnaire, qui devrait permettre de sauver la vie de plusieurs millions de personnes dans les prochaines décennies, ne l'oublions pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une vidéo qui était particulièrement complexe. En plus, j'ai pas de prompteur ni rien, j'ai pas vraiment de notes. Donc j'ai passé un temps pour enregistrer ça beaucoup trop long et la vidéo est probablement pas d'une qualité extraordinaire. Mais bon, suivant les différentes estimations des scientifiques, il me reste peut-être encore 150 ans d'espérance de vie. Donc j'aurai le temps de m'améliorer au fur et à mesure et de faire des vidéos sur la thématique plus pertinente. Voilà, merci à tous, à une prochaine fois, bye bye.